De tout temps, l'homme a voulu franchir les limites. Traversant les montagnes, défiant les déserts, franchissant mers et océans, puis s'envolant dans les cieux. La nouvelle limite, l'espace. Découvrons ensemble les outils qui nous ont permis de dépasser cette frontière. Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Aujourd'hui, nous allons enfin aborder le V2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. La dernière fois, je vous avais un peu laissé sur votre faim en m'arrêtant à l'A3. Nous passons donc aujourd'hui à l'A5. Oui, l'A5. Pas l'A4, pas encore. L'A5 était un modèle de test réduit de l'A4, c'est pour ça qu'on commence par celui-là. Il a été remplacé par l'ancien A3 dans ce rôle, ce dernier posant trop de problèmes. Il a volé de 1938 à 1942 et a joué un rôle essentiel dans la conception de l'A4. Son moteur fusée était identique à l'A3, avec un nouveau système de contrôle et une forme similaire à celle que l'on retrouvera sur l'A4. 25 tirs avec ce dernier ont été effectués. Certains ont même été réutilisés plusieurs fois parce qu'ils étaient équipés d'un système de récupération de parachute et ils pouvaient flotter dans l'eau jusqu'à 2 heures avant de couler pour permettre la récupération par navire. Des variantes ont été construites à la fois sans système de propulsion et avec des moteurs hypergoliques pour certains essais. L'A5 avait une longueur de 5,825 mètres et un diamètre de 0,78 mètres. Un poids au décollage de 900 kg et, comme son petit frère l'A3, il était alimenté par de l'alcool et de l'oxygène liquide, bien évidemment comme comburant. Le premier lancement de l'A5 a eu lieu en été 1938 à Greifswalder, et les premiers vols guidés réussis ont été effectués en octobre 1939, afin de tester les systèmes de contrôle prévus pour l'A4. L'A5 a atteint un plafond de 12 km. L'A4 était un modèle grandeur nature de l'A5, avec une portée environ 322 km, une altitude maximale initiale de 89 km et une charge utile d'environ 1 tonne. Les versions de l'A4 ont été utilisées dans la guerre et furent les premiers missiles balistiques et le premier projectile à atteindre l'espace. Cette augmentation de la capacité est venue d'une nouvelle conception du moteur arrivé sur l'A5. Afin de fournir plus de place pour les tests et pour plus de secrets, Dornberger a déplacé l'équipe des terrains d'essai d'artillerie de Kummersdorf, près de Berlin, vers une petite ville, Peenemünde, en Corel. Cette version était fiable et en 1941, l'équipe avait tiré environ 70 roquettes A5. Le premier A4 a volé en mars 1942, volant environ 1,6 km avant de s'écraser dans l'eau. Le deuxième lancement a atteint une altitude de 11 km avant de s'autodétruire. La troisième fusée, lancée le 3 octobre 1942, a parfaitement suivi sa trajectoire. Elle a atterri à 193 km et a atteint une hauteur de 83 km. L'altitude la plus élevée atteinte pendant la guerre fut de 174,6 km le 20 juin 1944. Oui, là on est dans l'espace. La production a commencé en 1943. Au début de mars 1944, le siège de renseignement britannique reçut un rapport d'un agent qui avait secrètement arpenté une ligne de chemin de fer de la Blizna et observé un wagon lourdement gardé par des troupes SS contenant, je cite, un objet couvert par une bâche qui ressemblait à une monstrueuse torpille. Par la suite, un plan a été formé pour tenter de capturer toute fusée V2 non explosée et la transporter en Grande-Bretagne. Vers le 20 mai 1942, une fusée V2 relativement intacte est tombée sur la berge marécageuse de la rivière Bug, près du village de Sarnaki, et les Polonais locaux ont réussi à la cacher avant l'arrivée des Allemands. La fusée a ensuite été démantelée et passée en contrebande à travers la Pologne. À la fin de juillet 1944, la résistance polonaise transporta secrètement des pièces de la fusée hors de Pologne pour analyse par les services secrets britanniques.
En prévision de la possibilité que les sites de lancement soient forcés de revenir dans le Reich, von Braun et ses collègues ont été mis sous pression pour développer une version à plus long terme de l'A4, connue comme l'A9 et l'A4B. La raison de cette double désignation étant que la série de l'A4 avait reçu une priorité nationale, ce qui permit du coup avec la désignation de l'A4B d'assurer la disponibilité des ressources rares. En juin 1939, Kurt Patt, du bureau d'études de Peenemünde, a proposé des ailes pour augmenter la portée grâce à l'aérodynamique. Pendant que la fusée retomberait dans l'atmosphère plus épaisse sur la phase de descente, elle exécuterait une manœuvre et changerait d'angle, en perdant de la vitesse pour gagner de la portée. Les études de conception de l'A9 ont commencé en 1940. En plus de ses ailes, l'A9 aurait été un peu plus grand que l'A4 et son moteur aurait produit environ 30% de poussée supplémentaire. Après les essais en soufflerie des modèles, la conception a été modifiée pour remplacer les ailes par des virures de fuselage. Les tests ayant montré que ceux-ci permettaient une meilleure portance aux vitesses supersoniques et résolvaient également le problème du déplacement transsonique du centre de portance. Oula, c'est savant ça comme phrase. Bon, je vais la refaire un peu plus simple. On parle là de donner une forme spécifique aux ailettes, donc à l'arrière du missile, afin de ne pas avoir de problème dû aux vibrations lors du passage du mur du son et lors de vols à des vitesses encore supérieures. Le développement de l'A9 a été suspendu en 1941, mais en 1944, plusieurs V2 ont été modifiés avec une approximation de la configuration de l'A9, sous la désignation du coup de l'A4B, comme je vous disais précédemment. Pour assurer la disponibilité des ressources rares, le changement de nom a suffi. Il a été calculé qu'en ajustant les ailes, la portée de l'A4 serait étendue à 750 km, permettant à des cibles en Grande-Bretagne d'être attaquées à partir de sites de lancement en Allemagne même. Il était prévu qu'après le lancement, la courbe de la trajectoire de l'A4B deviendrait moins profonde et la fusée glisserait vers sa cible. L'interception par les aéronefs ennemis à la fin de la phase de vol serait pratiquement impossible car au-dessus de la cible, il devait entrer dans une phase de plongée quasiment verticale laissant que très peu de temps pour l'interception. Le concept A4B a été testé en ajustant les ailes arrière à 2 A4 lancées à partir de Blizna. Peu de travaux de développement ont été effectués et le premier lancement, le 27 décembre 1944, est un échec complet. La deuxième tentative de lancement, par contre, le 24 janvier 1945, fut partiellement couronnée de succès, l'aile ayant été rompue, mais la 4B réussit à devenir le missile guidé à aile le plus rapide pour avoir franchi le mur du son et atteindre Mach 4. C'est ainsi que cet épisode va se clôturer. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, lâchez un pouce bleu, partagez, vous abonnez si vous voulez pas louper la suite des épisodes. Aujourd'hui on a vu principalement l'ensemble du V2. L'épisode prochain, donc de vendredi prochain, va porter aussi sur le V2, mais on rentrera beaucoup plus dans les détails. Ça sera beaucoup plus technique, on va principalement parler du système de propulsion et aussi de la structure du fuselage du V2. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un bon week-end. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi prochain.